Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Vinales. He's got that fight absolutely flying. Marquez did not get away well. Oh, he's gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh my goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quartararo wins his first ever Grand Prix. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le numéro 80 de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on va bien sûr vous parler du 10e Grand Prix de la saison 2020 qui s'est tenu au Mans pour le Grand Prix de France. C'était le 11 octobre et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui prends la pôle pour cette fois avec Stéphane pour m'accompagner. Comment ça va Stéphane ? Bah écoute, on se plaint pas. Hein, tu sais rouler sous la pluie toi ? Alors oui, mais pas comme ces gens. Je ne plante pas des freinages quand il y a des flaques d'eau. Je roule, tu sais, dans les ronds-points en penchant la moto, enfin en penchant pas la moto, en tournant le guidon, tu sais, en restant droit avec un gros balai dans le cul. Ouais. Non mais c'est bien dans les ronds-points. Mais c'est pas le même bitume qu'eux, hein, on peut se dire. Voilà, oui, on peut se dire ça. Ils ont pas de traces d'huile de poids lourd. Ouais, mais moi j'ai des traces d'huile ailleurs. Hein. Si je mets une olive, ça fait 5 litres d'huile à froid. Mais entre parenthèses, moi j'ai toujours en souvenir les freinages de trappeurs de Dovi au Japon là, pour niquer Marquez dans des trompes d'eau et guide. C'est là que tu dis que ça passe sous la pluie en fait aussi. Oui, ça passe. Finalement. On va commencer traditionnellement avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la Bécannerie. C'est De Gilan cette semaine qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies de la Bécannerie, Thium, et évidemment des goodies maison de C'est qui en pôle. N'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course. Peut-être que les petits malins qui proposent Alex Marquez en pôle vont bientôt avoir raison, on ne sait jamais. Ouais, je me disais qu'ils avaient autant de chance que moi avec Christophe Ponson, mais en fait... Oui. On pourrait penser que... sachant que le connard qui a mis Guy Coulon, c'est moi. Hein. Évidemment. Ça ne pouvait être que toi. Il se trouve qu'en fait, par mégarde, j'ai les credentials du Twitter de C'est qui en pôle sur mon téléphone, mais je m'étais pas rendu compte que j'étais sur ce compte-là. Mais je me suis dit, je vais le laisser parce que c'est pas sale. Non, c'est pas très sale. Non, ça va. Ça se tient. D'ailleurs, ça se trouve, il roule fort. Hein. Ouais, ça se trouve. C'est clair. En tout cas, il roule plus vite que nous. Il y a fort à parier, ouais. Alors, on va passer au numéro 80, j'allais dire, mais on n'a pas de numéro 80, mais vu l'étendue de sa carrière et l'annonce de sa retraite ce week-end, on va dire un petit mot sur De Angelis. De Angelis, natif de Rimini en Italie, et comme je viens de le dire, il vient d'annoncer sa retraite du monde professionnel après plus de 21 ans sur les circuits. À la fin du week-end de Grand Prix qui clôture la saison Moto E. Alors il a pas moins de 260 départs à son actif, toutes catégories confondues. Il fait ses débuts en mondial à Imola en 99, ça nous rajeunit pas. Il est vice-champion du monde pour sa 4e saison en 125 cm3. En 250, il est 3e à 2 reprises, en 2007 et en 2006. Il gagne à Valence en 2006. De 2008 à 2015, De Angelis jonglera entre Moto 2 avec 3 victoires. Et en MotoGP, il courra pour Interveten Honda, NGM Forward, Yoda Racing et Gresini, team avec lequel il signera son unique podium en MotoGP en 2019 à Indianapolis. Il finira 2e. 3 dernières apparitions en 2017 en Moto2 en remplaçant, et puis en 2019 en Moto E avec la team Octo Pramac. Il est 7e avec 3 top 5 et une pole cette saison. Il est un petit peu dans le ventre mou et sa meilleure perf est 4e. Il est un de ces pilotes qui, avec un palmarès loin d'être impressionnant, mais une longévité hors norme, nous montre à quel point les Marquez et Rossi actuels sont vraiment d'une autre planète. Et oui, c'est pas facile de ne serait-ce que gagner en championnat du monde. Un petit mot pour... Par rapport à Rossi, c'est quand même un genou. Là. Ah oui. Là, il s'est arrêté prématurément. C'est vrai que 20 ans, c'est pas beaucoup finalement. Non, mais franchement... Mais c'est vrai que, prenons un Tito Bat, par exemple. Ouais. Gagner un championnat du monde... c'est un Everest. Hein, en fait. Mais même gagner une course, en fait, tu te rends compte que... Ah non, mais ce que je veux dire, c'est gagner une course en MotoGP. Hein. Pour le coup, déjà, y arriver. Alors, quand c'est pas à la force du portefeuille, mais même quand c'est à la force du portefeuille, je pense que si le gars est pas capable de trouver la seconde, il va pas quand même être accepté, même avec 1 million d'euros. C'est clair. Donc, il y a quand même un petit level à avoir. Ouais, mine de rien.
Mine de rien. Quiconque a déjà essayé de faire de la moto sur une piste, c'est pas donné à tout le monde. On aime bien faire tous les deux des parallèles avec le tennis parce qu'on est tous les deux des grands fans de tennis. Et coucou à Pierre, qui aime bien les analogies de merdique. Mais c'est vrai que en tennis c'est pareil, quand tu vois le top 3, Djoko, Nadal, Federer, le 3 de rêve, là, quand tu les vois gagner, là, Nadal a récemment gagné son 20e tournoi du Grand Chelem et son 13e Roland Garros. Quand on les voit faire des choses incroyables, on se dit, ça nous paraît normal au bout d'un moment. À force. Ouais. Et je me rappelle très bien d'une conférence de presse de Nadal qui avait perdu, je crois, en quart ou en demi à Rome, dans un Master 1000, de dire... les questions des journalistes, c'est en gros, c'est un échec pour vous d'arriver en demi à ce tournoi sur terre battue, et Nadal de répondre, mais vous vous rendez pas compte en fait que ce qu'on fait depuis 10 ans c'est juste incroyable et qu'effectivement ça paraît être un échec, mais en fait c'est juste déjà pas mal d'arriver en demi-finale d'un Master 1000 quoi. Et voilà, mais c'est pour ça pour De Angelis c'est pareil, on voit avec l'histoire de ce pilote, ça nous remet un petit peu les pieds sur terre. Et oui, tout ce que font les Marquez et les Rossi, c'est vraiment extraordinaire et il faut s'en rappeler. Et ne serait-ce que de se maintenir dans un championnat et y être légitime, ça demande un boulot monstre. Ouais. On reviendra dessus avec Sam Loves. Voilà, il faut avoir le cuir épais et pas que celui du kangourou. Exactement. Celui qui est en dessous le kangourou. Il faut quand même qu'il soit balèze. C'est clair. On va passer aux news, et cette semaine, les news sont placées sous le signe du mercato, mais on commence avec cette nouvelle qui rendra heureux les fans de moto que nous sommes tous. La Dorna a annoncé au calendrier de Canal+ ce week-end que la prochaine saison sera normale. C'est en tout cas le souhait de Carmelo Espeleta, son patron, qui estime avoir démontré que, je le cite, le MotoGP n'est pas une source de coronavirus. Une bonne nouvelle pour tous les fans, je viens de le dire. Ils vont a priori se caler avec le calendrier de Formule 1 pour éviter de faire des croisés. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, c'est quand même du wishful thinking, cette histoire. Parce que c'est pas le même qui disait qu'il y aurait plus de flotte à Silverstone, là. Non, mais qui disait il y a 3 mois, il y aura peut-être pas de saison 2022. Oui, aussi. Oui. Non, mais je suis d'accord qu'en plus, lui, il défend un beefsteak. Il peut pas dire autre chose que ça. Maintenant, je crois que personne n'est dupe. Je pense que là, il se comporte en mec de conseil d'administration qui parle à des actionnaires. Ouais. Après nous, qui vivra verra. Et déjà que finalement, en cette année merdique de coronavirus, on a déjà un championnat de ouf. Mais oui. Donc pourquoi pas un championnat bizarre, mais de ouf quand même l'année prochaine. C'est clair. On passe aux news Moto-E avec Energica qui renouvelle son contrat avec la Dorna et qui donc va rester le fournisseur unique de la catégorie jusqu'en 2022. Stéphane, je te laisse la main pour les news de la Moto 3. Oui, alors Red Bull KTM Ayo signe Mazia pour 2021 et annonce la reconduction de Raúl Fernandez. Quant à Mignot, il signe chez Snipers Racing pour 2021 et remplacera Tony Arbolino. Le dit Arbolino n'est pas si malheureux parce qu'il passe en Moto 2. Donc il n'y a pas de misère pour lui. Et Barry Baltus passera en 2021 directement en Moto 2 après seulement une petite saison, et le petit est de mise parce qu'il a 0 points. Une petite saison en Moto 3 avec RW ou RW Racing, un contrat de 2 ans. Donc les mauvaises langues diront qu'il doit y avoir du pognon parce que il n'a pas fait grand-chose. Bon, comme il est francophone, on le cite dans les points que marquent ou ne marquent pas les gens. Mais à suivre, donc on rappelle qu'il est belge. Et tant mieux pour lui. Et j'arrête mes persiflages parce que on verra que le week-end a montré quelques résurrections, pas piquer des hannetons. Donc maintenant, je dis du mal, mais je le fais avec des précautions oratoires. On finit du coup avec la MotoGP. La principale actu en GP, c'est bien sûr les essais de Portimao la semaine dernière. Smith et Alex Espargaro, les seuls pilotes MotoGP qui ont couru à Portimao, et les pilotes d'essai Pirro, Lorenzo, Bradle, Pedrosa et Guintoli, et les pilotes réguliers en moto de série. Quartararo, lui, il avait pas participé à Portimao en disant qu'il voulait pas se blesser avant un GP très important, en tout cas pour le championnat. Et puis Iannone sera entendu dans le cadre de son appel auprès du tribunal arbitral du sport concernant sa suspension par la FIM pour dopage. Ce sera le jeudi
15 octobre. L'Agence mondiale antidopage a aussi fait appel de la suspension de la FIM et sera également entendue pour demander à alourdir ou maintenir la suspension, on imagine. Pas de date officielle de rendu de verdict n'est encore connue. Enfin, en d'hiver, Lucas Mayas, vice-champion 2020 en Supersport après le week-end de Manicourt, passe en Superbike en 2021 chez Kawasaki Perdestini. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui, parce que c'est quand même un client. Ah oui. Donc on peut avoir confiance dans le fait que s'il monte, il va... je sais pas s'il se cassera pas les dents, mais c'est quelqu'un qui monte avec un CV, quoi. Et puis vachement d'expérience, parce qu'il est pas tout jeune, entre guillemets, comparé aux autres qui évoluent en SSP. On passe à la Moto E. Oui. La course numéro 1, parce qu'on a eu droit à 2 courses Moto E ce week-end, pour le dernier week-end de la moto électrique, qui fait 260 kilos, je le rappelle, et vous le saurez pourquoi tout à l'heure. La première course a eu lieu samedi. Ferrari en tête prend un bon départ. Et ça se trouve déjà pas mal au freinage à la première courbe d'un lope où KCDI parti dernier à la suite d'une chute pendant la e-pole, chute sans gravité physique, mais avec gravité mécanique puisque la moto est complètement détruite au milieu de la piste, à tel point que le drapeau rouge est sorti. Tout le monde doit rentrer au box. Le premier tour n'est même pas encore terminé. La course se reprend quelques minutes plus tard à 17h et en cette période de l'année, il commence à faire frais. Et ça manque de grip, on va le voir. On prend les mêmes et on recommence. Nouvelle chute collective. Un high side de Ferrari à la sortie d'un lope et 3 autres pilotes, Simeon, emmène Canepa et Agarter. Ferrari tente de relever sa moto mais ne peut pas grand-chose seul face aux 260 kg de la machine. Et c'est Torres qui prend la tête du coup. Di Meglio pointe à la 2e place. Pour ses 5 tours de course, Torres sera seul en tête. Di Meglio reprend un peu de temps à Torres. Il est à 5 dixièmes dans le dernier tour. Mais Torres qui apparemment cherche à visiter la ville du Mans tellement il se place hors trajectoire. C'est assez étonnant d'ailleurs de sa part. Mais bon... Di Meglio n'arrivera pas à le doubler. Il lui aura manqué un tour pour le pilote français qui doit se contenter entre guillemets de la 2e place. On sait à quel point il était attaché de gagner au Mans. Agarter, lui, finit la course tout de même avec une combinaison digne d'un Paul Espargaro, c'est-à-dire usé. Et d'ailleurs, l'image est assez impressionnante. Le pilote se fait traîner sous la machine sous quelques mètres, mais ça n'a pas l'air de lui faire mal apparemment. Ça fait 2 fois cette saison qu'il se fait sortir. Deuxième course, je vais vite parce que comme ça on a quand même pas mal de choses à dire en MotoGP. Deuxième course de Moto E qui démarre juste après la course Moto 2. L'ordre de départ est le même que l'ordre à l'arrivée de la première course. 2 chutes pareil quand on sent 2 chutes de la chicane d'Alop, Granado et Medina. Puis Marcon chute au virage du musée. Di Meglio prend un bon départ et conserve sa 2e place. Il prendra même la tête pendant quelques virages. Touli et Hook partent à la poursuite du français. Pas grand chose à signaler pendant cette course. Di Meglio reste en tête jusqu'à 2 tours de l'arrivée où Touli le passe à la fin de la chicane d'Alop. Au début de la chicane d'Alop d'ailleurs, pardon. Et le Finlandais qui va bien réussir à défendre. Classement final, Touli, Di Meglio, Hook, Agarter, Ferrari, Torres, Canepa. C'était donc la dernière course Moto E de cette saison avec un classement au championnat qui sera donc gravé dans le marbre avec Torres qui remporte le championnat du monde Moto E, Ferrari 2e, Agarter 3e et Di Meglio 4e. Tu l'as vu cette course Moto E? Bon après c'est vrai que c'était un peu pollué par les cartons et comme tu l'as dit, les cartons dans cette catégorie c'est rarement anodin. Ouais. Bon, il n'y a pas eu de feu de la Saint-Jean, mais non, c'était. Mais on a pensé quand tu vois c'est chaud, le Marshall arriver avec l'extincteur à la main, tu te dis bon. Non, mais bientôt ça va faire comme dans les puits de pétrole, ils vont les finir au C4 pour être sûr qu'elles brûlent pas, tu sais. C'est clair. C'est bon, il n'y a plus rien. Deux courses sympas, enfin surtout pour Di Meglio. On aurait été vraiment heureux s'il avait réussi à gagner au Mans. Il passe deuxième sur les 2 courses. Il n'arrive pas à tenter le dépassement de l'impossible dans le virage du raccordement à la fin des 2. Pourtant, il est assez proche, mais il tente pas le suicide. Il a peut-être dû se dire finalement me viander, c'est pire. Ouais, et puis surtout qu'apparemment ça freine pas ces cochonneries, parce que tu vois le premier freinage à la courbe d'un lope, il y a beaucoup qui font des tout droits, boum. Oui, c'est un peu chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Et surtout à remonter après.
C'est marrant parce que les pilotes ont un réflexe après une chute d'essayer de remonter la bécane. Et tu mais vois même bien à l'adrénaline, le truc. ils ont pas des physiques de bodybuilder. Enfin, comme les Goldwing, tu te mets le dos contre la moto et les pieds par terre. Mais bon, ça, c'est la théorie. Hein. Ouais, ça, c'est la théorie. Parce que quand t'as pas une heure à perdre à remonter ta bécane. Et puis surtout, quand t'es habitué à la Moto 3 ou la Moto 2, tu les vois remonter. Même les Moto GP, d'ailleurs, ils arrivent à les remonter. Ouais, mais ça. Le feeling, mais je te dis, l'adrénaline fait le reste, mais si tu rajoutes 100 kilos au truc, parce que j'ai l'impression qu'elles font 100 kilos de plus qu'un MotoGP, non? Le MotoGP, c'est très léger. Oui, bon, ça fait pas 60 kilos, mais... Non, mais j'aurais dit 150 kilos. Ouais, on voit que c'est pas loin de 100 kilos de plus, ouais, c'est vrai. Ouais, on est quand même à 100 kilos de plus, c'est-à-dire que c'est comme un bon gros trail bien dodu avec le plein et les valises. Ouais, donc, j'ai un Sprint GT, pour rien vous cacher, chers auditeurs, ça fait tu mets des valoches. Hein. Ouais, ça fait ça. Ah oui, il faut pas trop être sur une route en dévers, avec gravier sous le pied et au revoir. Juste tu l'accompagnes pour moins l'abîmer. Le tout, c'est si tu la relèves énervée, qu'elle retombe de l'autre côté. Comme ça, t'as les deux carénages à refaire. Ouais, non, mais c'est bien, au moins c'est une petite symétrie. C'est ça, c'est un croc, ouais. Non, c'est un style. C'est un style. Le style rat bike. Et si tu nous parlais de la Moto 3? Alors la Moto 3, là on passe à l'extrême inverse. On est sur du poids. C'est quoi? C'est poids coque en box les plus légers. C'est les mouches, mais je crois. Ah oui, il y a mouche. Ouais. Je connais pas bien les catégories, mais bon, en gros, ceux qui sont bien taillés à la hache dans un tibia moustique, comme on dit. Pour parler de la Q1, les miraculés de la Q1 sont Toba, Foggia, Yamanaka et Rodrigo. Mais pour ce qui nous intéresse, parce que eux n'ont pas fait tant que ça d'étincelles, les gens qui ont triomphé de la Q2, c'est Mazia, Arenas et McPhee. Donc ça, ce sera la première ligne. On va évoquer quand même ce qui a été le cas pour déjà, comme tu le disais, la Moto I, le fait que la piste était bien froide parce qu'il faisait 14 degrés au moment du warm-up, qui portait bien son nom. Donc c'était bonnet, doudoune, mug, lait de poule, je sais pas quoi, tout ce que tu veux quoi. Ça sentait un peu l'automne bien tapé au Mans. Hein. Ouais. En plus le Mans c'est un climat qui est ce qu'il est. Hein. C'est pas Rérez qui est juste à côté du détroit de Gibraltar. Donc on l'a dit, c'est Mazia, Arenas et McPhee qui sont en première ligne. Et Ogura, il faut citer ce pauvre homme parce qu'il est certes leader du classement, mais sur cette course il part 17e. Donc ça sent un peu la mission impossible. On va voir ce qu'il en est. Et il y a une interview notamment d'Antonelli sur la ligne, sur la grille, qui dit que sans être grand clair, le grip sera très faible. On veut bien le croire avec cette température de merde. Ce qui est marrant, c'est d'ailleurs les pneumatiques sont un peu des princesses parce que il fait trop froid, ça grippe pas. Puis après, il fait trop chaud, les pneus se détruisent. C'est bon quoi. Non, mais effectivement, la fenêtre de tir pour des gommards de compète est assez étroite. Hein. Ah oui. On s'en rend compte justement quand on court hors saison. Voilà, j'arrête mon truc de spécialiste gomard que je ne suis pas. Et Arenas, quand ça part, il met tout le monde d'accord devant Arbolino et Mazia, donc il chip un peu, il fait le all shot. Mais Mazia est relativement serein, il repasse en première position dans le tour d'après. Et il y a le sempiternel groupe de devant, suivi de très très près par la meute, donc un groupe de 5 qui se détache. Au bout de quelques tours, Mazia et Arbolino sont relativement à l'abri parce que on sait bien qu'en Moto 3, l'être à l'abri, ça n'existe pas. Donc ils sont en tête et derrière, ça se castagne à 5 de front, comme souvent en Moto 3. C'est une boucherie. Binder, qui a été un temps 5e, se hisse en 2e position derrière Mazia, donc il se crache dans les mains. Lopez et Fenatis sont accrochés. Alors j'ai pas pu m'empêcher de ricaner, parce que c'est quand même des coéquipiers et puis que dedans il y a Fenatis. Ouais. J'ai pas vu l'action, j'ai pas pu me développer. En gros, il rate son freinage. Avant l'IS bleu, ouais. Ah oui, donc c'est quand même lui, quoi. Ouais. Il va continuer à traîner une image de merde. Oui. Je sais pas, enfin bon, c'est moins pire que ce qu'il a fait par le passé. Arenas repasse 2e et il défend sa place au classement bec et ongle. Mazia, à un moment, s'écarte et pas qu'un peu au 10e tour. Alors, quand je dis ça, c'est que c'est pas l'erreur du siècle. Mais en Moto 3, en gros, il est hors trage et puis pour pas se bourrer, il regarde un peu derrière s'il peut repiquer. Pouf, il se fait passer par Arenas, Binder et Arbolino, qui eux n'en demandaient pas tant. À 8 tours de l'arrivée, le fameux Mazia en question reprend la tête. Binder
manque de se bourrer, mais en fait, il manque pas de se bourrer parce qu'il se bourre. Et sa moto a fini dans les bacs à gravier. McPhee limite, puisqu'il chute, mais accroché par Alcoba. Et au général, ce bon McPhee était 3e, mais malheureusement, ça va changer, parce que personne ne va l'attendre au classement. Mazia, qui a fait quasiment toute la course devant, pour lui, ça paye pas. Comme on le sait, en Moto 3, il fait pas bon être le lièvre, comme on le disait hors micro. En 5000 mètres, c'est pas celui qui est devant au début qui gagne. Oui. Donc Arbolino et Arenas le suivent et ça transpire du sif à 2 tours de l'arrivée, hein, et c'est normal parce que c'est ce bougre de Vietti, alors qui, chose remarquable, était en dur à l'arrière. Fallait oser. Oui. J'ai l'impression que ça a changé quelque chose, mais en Moto 3 c'est difficile à dire. Oui. Tellement c'est serré. Il remonte en tête à 2 tours de l'arrivée. Il fait l'inter quasiment les doigts dans le pif à Mazia et Arenas, et il gagne le GP. Ce grigou. Ouais. Et donc l'arrivée, c'est premier Vietti, 2e Arbolino, 3e Arenas, et Mazia qui finit 4. J'ai noté Caramba encore raté. En tout cas, pour avoir mené si longtemps, et en plus c'est 4, quoi. Il est pas 2, il est 4. C'est quand même la loose. Et c'est Arenas qui prend de peu, certes, mais qui prend la tête du classement. Ogura, lui, était parti 17e. Donc j'ai noté en fond de grille, mais je crois que le fond de grille c'est 30e, non? C'est une sorte de... Donc c'était, pour du MotoGP, 17e, ça aurait été le fond de grille. Bon, mettons. Et il est quand même remonté 9e. Ouais. Ce qui lui permet de grappiller quelques points. On va voir après au classement que c'était pas inutile. Parce que les écarts restent très faibles. Il y a 20 points entre les 4 premiers, donc il y a même pas une course entre les 4 premiers. Et on se dirige gentiment vers la fin du championnat, même s'il reste quand même pas mal de GP. Mais là, on va dire que... Alors, c'est con à dire que maintenant tous les points comptent, parce qu'ils comptaient déjà dès le premier Grand Prix. Mais oui. On voit que c'est pas tous les points comptent, mais c'est la place à la fin du GP. Vaut mieux faire 9 que abandonner, quoi. Cet animal de Vietti qui est un petit peu sorti de sa boîte comme ça à la fin du GP, qui est membre de la team VR46, fait monter l'action de l'entreprise de Papy Rossi, parce qu'on voit que le dirigeant de l'entreprise lui-même n'a pas vraiment brillé. On va voir ça après. Bon, pour le classement du championnat, c'est Arenas premier avec 135 points. Ogura à 129. Donc ça fait que 6 points de retard. Donc il a bien fait quand même de finir 9e. Et Vietti pointe son nez. Il était 5e avant. Et là, il est en 3e position au championnat avec 119 points. Donc que à 10 points du second. Et bon, nos amis Baltus, le Belge, et Dupasquier, le Suisse, marquent 0 points. Donc au championnat, ils sont toujours à 0, mais c'est un petit peu les boules pour eux parce qu'ils sont respectivement 16e et 17e. Donc, c'est aux portes des points, et ça compte les points quand on en a 0. Ouais. Un petit point là, s'il vous plaît. Eh ben non. Donc, toi, tu as vu, je le sais, parce que tu m'as dit que tu as vu ce bougre de Vietti, leur voler un peu le jambon, tu sais, comme Goupil avec Isengrin. Ah ouais. Un peu en mode renard des surfaces, un peu. Ouais, c'est ça, oui, ou à la Papin, ou non, parce que à la limite, Papin, il faisait des papillons, mais le renard des surfaces, c'est le mec qui, au bout de 14 rebonds sur les poteaux, les défenseurs, il fout son poing. Il a du Gary. Oui. On va parler d'opportunisme. Les buts de merde. Non, mais là, en plus, c'était pas de la merde, parce qu'il les a passés propres, hein, les deux. Hein. Ah oui, clairement. Et puis, après, il a su garder... Mine de rien, je m'étais dit, tiens, à 2 tours de l'arrivée, pour du Moto 3, c'est trop tôt. Il faut faire ça au dernier virage. Non, il a fait ça correct. Hein. Ouais. Et puis, ce pauvre Mazia, je sais pas s'il faut vraiment s'apitoyer sur son sort, mais il a fait des erreurs parce qu'il s'est fait décrocher, il a ramarré à 2 reprises. Ouais. Plus contenu les assauts des autres. Pour à la fin, on sait pas trop si c'est une usure des pneus ou une erreur. On parle moins de usure des pneus en Moto 3, je suppose que c'est parce qu'elles sont moins lourdes et moins puissantes, mais je sais pas à quel point les pneus peuvent desservir un coureur qui a un peu tapé dedans dans cette catégorie-là. Ouais, faut croire que ça joue quand même. Mais... Ouais, ça joue un peu, ouais. Mais avec cette température, je suis pas complètement sûr. Et puis Ogura, il a bien fait, comme là, je l'avais déjà cité avant, de gratter ses 7 points, parce que comme ça...
c'est toujours ça qui le maintient à flot. Ouais, c'est ça, il a 6 points de retard sur Arenas. Ça se... Ouais, non, et donc il aurait pu se retrouver avec 13, tu vois. Non, c'est clair. Si on se met d'un point de vue, c'est la cata, d'un autre point de vue, rien n'est perdu. Puisque le championnat est aussi serré qu'une course de Moto 3. Ouais. C'est presque aussi serré qu'en MotoGP cette saison. Oui, c'est vrai que c'est le MotoGP. Bon, peut-être aussi parce qu'il y a un mec qui a eu des problèmes de véranda qui est pas là. En tout cas, voici pour le Moto 3, on va enquiller le Moto 2. Yes. On est des gourmands. Ceci ne respectant bien sûr pas la chronologie du week-end parce que le Moto 2 c'est couru après le MotoGP. D'habitude c'est pour les qualifs et les courses sont pas comme ça, hein, sauf erreur, c'est toujours 3 de GP. 3 de GP, ouais. Bon là, c'est comme ça que ça leur plaisait. En plus après il y a eu le Moto E. Oui, c'était ça devait être pour garder les 5000 spectateurs frigorifiés. Pas autant n'importe quoi que le départ en Moto 2, je vais te laisser en parler. Et il était bizarre ce départ en Moto 2. J'ai pas tout compris. Tu m'aideras peut-être parce que même avec les commentaires et j'ai fait replay, mais j'ai pas tout vu. Bon, pour les qualifs, c'est pas des manchots qui s'étaient fait piéger en Q1 parce que sortent de la Q1 Bastianini, Lutti, Canet et Di Gianantonio. Aucun de ceux-là sont des Mickey. Hein. On verra par ailleurs qu'ils sont relativement bien placés. Donc c'était un peu un accident qu'ils sont en Q1. Mais les tauliers de la Q2 sont Roberts, Loves et Gardner. Donc Joe Roberts est en pôle et Loves, quant à lui, il tape des beaux chronos et c'est pas la première fois cette saison qu'il claque des pendules. Et il s'est aussi signalé au warm-up en faisant premier, mais bon, le warm-up, c'est pas ça qui fait gagner les courses. Pour le Moto 2, la pluie dont on a été gratifié pour le MotoGP avait cessé, mais on se doute bien que la piste était, surtout avec le froid, loin d'être sèche. Il n'y a guère que les trajectoires qui étaient sèches, et ça veut dire qu'en gros, tout écart de trajectoire, soit tu chutes, soit tu ralentis tellement pour pas chuter que tu te prends... C'est comme si les bacs à gravier s'étaient rapprochés de la trage, en fait. Tu n'as pas le droit d'y aller, parce que si tu y vas et que tu restes sur terreau, tu auras quand même perdu plusieurs secondes. On va voir d'ailleurs que c'est arrivé... pas forcément à cause de l'humidité, mais Loves a eu une petite blague là-dessus. Donc sur la grille, ça hésite entre les slicks et les pneus pluie, parce que ça leur fait une belle jambe qu'elle soit déclarée wet. La course, ils peuvent pas changer de moto. En Moto 2, ils n'en ont qu'une. Donc le flag to flag, voilà. Aucun intérêt. Donc là, les pneus, c'est vraiment, vraiment critique ce choix-là. C'est une roulette russe. Hein. Alors, on peut citer aussi les absents, parce que Canet ne participera pas. Après s'être blessé au doigt suite à sa chute du matin. Donc le voilà hors course, malheureusement. Vilaine chute et vilaine blessure, hein, ça fait mal. Ça pique. Ouais. Donc et Roberts, le poleman, a un souci de pneumatique. Sauf si je me trompe, tu peux me dire si je dis des conneries, parce que c'est ce que j'en ai compris en voyant le pantomime qui se passait. Et sa moto était remisée au stand, ce qui est quand même le seum pour un poleman. Mais il était supposé faire un départ des stands. Est-ce que j'ai eu la berlue ou est-ce qu'il a fait un départ lancé? C'est exactement ça. C'est ça. On a le départ qui est lancé. Les feux s'allument. La grille se jette. La grille se jette et tu vois derrière en fond. Derrière le safety car. Tu vois Robert sortir du virage du raccordement et bam mettre gros gaz pour rattraper tout le monde. Bon, il rattrape pas tout le monde, mais. Non, mais j'ai pas compris. C'est dans les textes ça ou ça existe ce type de départ? En tout cas, on n'a jamais vu ça pour avoir vu la course. J'ai vu la course parce avec les commentaires Canal. Donc c'était Louis aussi qui commentait. J'ai perdu le nom du commentateur principal malheureusement, mais en tout cas il disait qu'ils avaient jamais vu ça, et d'ailleurs pendant toute la course ils disaient mais est-ce que Roberts va pas se prendre un long lap? Oui, parce que ou voire même drapeau de toutes les couleurs que tu veux, mais noir de préférence. Je sais pas du tout que je lui veux du mal, mais t'as qu'à voir comme ils sont pointilleux à la direction de course sur à peu près tout, et heureusement, parce que sinon, on se rappelle dans en un plus, sport aussi dangereux. Tu te rappelles du départ de Zarco en Autriche où il est parti 10 secondes plus tard que tout le monde. Oui, c'était le truc où c'est bon, je peux y aller ou je rentre chez moi. Ouais. Ah oui, et là le tour lancé. Enfin, je sais pas. Alors est-ce qu'après dans le règlement suétude, il vérifie s'il en a tiré
profit ou pas, j'en sais rien, mais ils sont tellement prompts à claquer des pénalités. Quand Marquez avait eu l'outrecuidance de reculer sa bécane ou de la pousser, c'est ça. Enfin, il fallait pas qu'il manipule sa bécane sur la grille. Donc il s'est tapé c'était quoi qu'il a eu? C'était à l'époque c'était un ride-through. Ouais. Maintenant c'est des longues laps, mais et ce qui a causé sa remontée presque fantastique de l'époque. Là il s'était pas fait un brin, mais il s'était fait un Rossi. À l'époque. on va dire que je suis rancunier, et c'est vrai. Alors passer la bizarrerie de Robert, sur lequel on reviendra parce qu'il a de la ressource cet animal. C'est Garner qui fait le all shot devant Vieret et Martin. Loves tout de suite remonte 2, donc histoire de pas faire une Vignales, hein, et il prend la tête. Oh, parce que je veux dire. Et il prend la tête, et la piste n'étant pas entièrement sèche comme on l'a évoqué, attention, c'est même pas des plaques humides, là c'est des terrains de foot humides, comme les plaques dont nous gratifient les gens qui font des travaux, tu sais, les plaques en métal très lisses et très grandes, qui sont très mouillées des fois. Même avec des pneus qualif, ça non, ça passe pas. Hein. tu peux y aller, c'est plutôt trophée Andros le truc. Et donc, Marini, qui est leader du championnat, a la mauvaise idée d'être 9e. Alors, ce qui peut le consoler un peu, c'est qu'à ce moment-là, Bastianini, qui est le 2e au championnat, est 13. Donc, si on peut dire, ça limite la casse. Mais c'est pas glorieux pour Marini, qui devrait maintenant ne plus se contenter de ça. Mais bon, il n'a pas le choix. Hein. Martin se bourre. C'était un peu la grosse surprise. Mais bon, quand on redézoome un peu tout le week-end, vu la gueule de la piste, ça peut arriver. Et Dixon passe 2, et il se bastonne avec Loves, et la baston étant rare en Moto 2, il faut quand même le citer. Hein. Alors, c'était pas non plus le chariot de popcorn, mais bon, c'était cool. Ouais. Et alors, on a mal pour Vieret parce qu'il s'est pris un high side de toute violence. Ouais. Enfin, comme tous les high side, mais celui-là, il est en tout cas spectaculaire, et c'est vrai que Petronas doit commencer à faire la gueule à ce moment-là parce qu'ils avaient 2 gars aux avant-postes, parce que lui était 3 à ce moment-là, il me semble, en tout cas dans le quartet de tête. Et bon, il reste quand même Dixon qui est aux avant-postes, et bon, le susnommé Dixon se fait un peu distancer par Loves, mais ne lâche pas le steak. Et il finit les Britanniques, qui sont tous les deux anglais, hein, Loves et Dixon, mais le Dixon passe le Loves à la faveur d'une erreur. Parce que Loves, il me semble que c'est à la chicane d'un lope. Ouais, exactement. Il y a de la fumée de pneus, alors j'ai l'impression que c'est du blocage de l'arrière ou je sais pas quoi. On avait presque l'impression qu'il avait pété son moteur. Mais pas du tout, en fait. Et il se tape un tout droit histoire de pas se gaufrer, mais là il perd beaucoup de secondes, hein, puisqu'il se retrouve il bloque l'avant. C'est l'avant qui se bloque. Ouais, il bloque l'avant. Ah oui, pas qu'un peu, vu la fumée qu'on a vue. Alors, il bloque l'avant. Ça se demandait s'il fait pas un plat sur son pneu avant. Ouais, parce que je me suis dit, autant de fumée, ça peut pas venir de l'avant. Non, il bloque l'avant. Et l'image, si nos auditeurs l'ont pas vue, essayez de la trouver parce que effectivement, il arrive donc pleine balle pour la chicane du chemin au bœuf. Et là, c'est en descente. Et effectivement, il bloque l'avant. Et tu sens que l'avant, il commence à croiser. Et je sais pas par quel miracle, il lâche le frein et il fait tout droit. Il reprend, quoi. Mais c'est ouf parce que sur le ralenti, tu vois vraiment la roue avant bloquée et avancée bloquée. Et tu dis, mais comment il fait pour rattraper ça, en fait? Oui, donc c'est quand même des funambules. Là, il a fait très fort. Hein. Oui, ça va être moins télégénique qu'une Marquez, mais quand on sait ce que ça donne en avant bloqué, et qui avance en étant bloqué, hein, si tu fais plusieurs mètres avec la roue bloquée, ça dépasse l'entendement. Et en fait là, il perd gros parce que comme il reste tout droit et puis qu'il vient mourir dans les zones vertes, il perd 3 secondes. Alors ça peut paraître pas beaucoup 3 secondes par rapport à ce à quoi il vient d'échapper. Mais quand on a un Dixon qui cravache en tête, ça fait chier. Bezeki, lui, après que Loves a repris ses esprits, il se retrouve 3e à 2 secondes de Loves, donc ça klaxonne aussi derrière un peu. Et Joe Roberts, celui qui est parti un peu en mode YOLO, il revient dans les points. Hein, donc sur ses entrefaits, lui, il est 15e. Marini un peu sombré pendant ce temps, lui, parti 9, il se retrouve 18, donc hors des points.
Et Bastianini reste à sa place de 13e, donc il gratte, mais pas beaucoup. Roberts, qui était 15 quelques tours avant, remonte 11e. Donc en forme, le gars. Et devant, Loves remonte sur Dixon. Il lui a repris 2 des 3 secondes à 12 tours de l'arrivée. Donc ça sent bon pour Loves s'il continue sur ce train-là. Mais comme Dixon gérait, entre guillemets, je ne sais pas s'il gérait beaucoup, mais en tout cas, il a réussi à en remettre un coup. Donc ça voulait dire qu'il n'était pas à fond. On n'aura pas la castagne qu'on attendait pour la tête. Par contre, pour la 3e place, ça se chicane entre Bezzecchi, Garner et Fernandez. Poursuivant son bonhomme de chemin, l'ami Roberts remontait 7 et bat le record du tour en piste. Donc motivé le garçon. Ça serait été d'autant plus dommage qu'il se fasse disqualifier après. Mais Dixon se vautre à 4 tours de l'arrivée, c'est un peu la Bagnaia, quoi. Donc c'était un peu la loose du pain béni pour Sam Loves, qui a le mérite déjà d'être resté sur ses roues, surtout après le happening qu'il nous a fait. Ah, c'est clair. Et à ce moment-là, il était 5 secondes devant Bezzecchi, donc ça sentait quand même bon s'il arrivait à pas se foutre au tas. Ce qui n'est pas se moquer de Loves pour une fois, c'est que la piste était vraiment vilaine. Ouais. Donc là, pendant ce temps, meanwhile, Robert s'est remonté 6 quand même. Et bon, il pourra pas faire mieux, sinon il aurait fallu une vingtaine de tours de plus, mais il reste maintenant que Loves s'occupe de la P1. Il reste 3 motos pour 2 places sur le podium et ça barde entre Bezzecchi, Garner et Fernandez. Et dans le dernier tour, Fernandez est bien distancé pour le podium, donc ça va se résumer à une bagarre Bezzecchi-Garner pour la 2e place. Et Garner joue avec nos nerfs parce qu'il choure, après avoir été bien dans le garde-boue ou dans le top case de Bezzecchi, il lui choure la 2e place au dernier virage. Donc ça devait un petit peu grincer des dents dans le casque de Bezzecchi. Mais c'est la manœuvre à la Olivier Jacques. Oui. Donc Marini, avant le début de la course, avait 20 points d'avance sur Bastianini au général. Comme il finit hors des points et que son challenger est 9e, Marini n'a plus que 13 points d'avance sur Bastianini, mais par les temps qui courent, 13 points, c'est pas mal. Ah ouais. Et Bezzecchi, lui, pointe à 7 points derrière Bastianini, donc on a quand même beaucoup de I en tête de ce championnat. Et 3 Rital, ça doit un peu énerver, donc Loves s'est dit, attends, moi je vais mettre 4e à 2 points derrière Bezzecchi. Il reste 5 GP à courir, donc le Moto 2 sera palpitant, si ce n'est en piste, du moins au classement. Mais là, pour cette semaine, je pense qu'on peut dire quand même qu'on s'est pas fait chier. Non, on s'est clairement pas fait chier. Donc arrêtons de dire que le Moto 2 est pénible, mais j'ai tendance à penser que c'est à cause de la piste. Parce que sur piste sèche, des fois le Moto 2, c'est quand même l'EHPAD. Pour l'ambiance. Oui. Pas pour les pilotes qui sont des funambules et des maboules, mais nous, en tant que spectateur, on a un peu tendance à se croire avec une verveine, avec une couverture en laine sur les genoux, quoi. Mais c'est peut-être ce circuit qui va bien aussi au Moto 2. Hein. Possible aussi. Parce que quand tu vois les dépassements de malades au virage du raccordement, mais dans toutes les catégories. Ouais, c'est vrai que. Ouais, ça, en fait, c'est un circuit qui convient à toutes les catégories, quoi. Il n'y a pas de. Tu compares à un circuit comme l'Autriche, j'allais dire l'Australie. L'Autriche, clairement, c'est un circuit de GP. En Moto 3, tu sens qu'ils sont bien en rupteur de 6. Moi, 1 kilomètre avant le prochain virage. Moi, ça me fait penser à Sepang, avec les 2 lignes droites interminables. Là. Qu'est-ce que c'est que ce circuit? Bon, on n'est pas là pour faire le procès de Sepang, mais c'est à mourir. Hein. Ouais. C'est pas toi-même, tu te taquines un peu du jeu vidéo. Moi, j'avais fait mode carrière chez VR46. Là, tu te pointes en Moto 3 sur Sepang, tu fais putain, non. Je sais pas, il faudrait faire comme en karting où tu pourrais couper la piste. Oui. Tu fais une moitié pour les Moto 3. Pas les deux lignes droites, les gars. Donc, pour le bilan de cette course, du moins au championnat, Marini 150 points, Bastianini 135 et Bezzecchi 130. Donc, je sais pas l'équivalent de l'onomatopée de Cocorico version Italie, mais c'est Forza Italia, quoi. C'est clair. Là, on est pas mal. C'est pas un coup de tonnerre, mais c'est un coup ça fait du bien. Sam Loves triomphe.
Ouais, c'est le cas de le dire. Hein Triomphe, n'est-ce pas? Mais c'est le. Oui, et finalement, j'y pense, c'est un Anglish sur une moto anglaise. Ça claque. Ouais. On n'y pense pas autant qu'un Italien sur une moto italienne, mais quand même. Ouais, et puis, ça arrivera, à mon avis, ça arrivera encore moins souvent que ce soit un Japonais sur une moto japonaise dans les années à venir. En tout il cas, avait pas gagné depuis 4 ans, là, c'est ça? Ah, je n'osais même plus regarder, si tu veux, parce que pour moi, ça faisait. Oui, je pense qu'on peut parler de ça parce que son retour en Moto 2 date déjà d'il y a 3 ans, non, ou 4, je sais plus. Quand est-ce qu'il est reparti en Moto 2? Mais oui, c'était la traversée du désert, mais une fois que t'es arrivé au bout, on te dit de repartir dans l'autre sens, quoi. Le Sahara en diagonale. Ouais. Et là, finalement, tu vois. Il fait montre, ce qui prouve aussi que même quand on chambre les coureurs, ils ont chacun un niveau démentiel. En fait. Ça reste, ce sont tous des extraterrestres. Et après, il y a les planètes qui s'alignent parce que, oui, les réglages de la bécane, le team, le mental, le physique. Là, visiblement, oui, on peut lui reconnaître une persévérance vénère. Et sa dernière victoire, c'était à Aragon en 2016. Ok, mais comme quoi. Avant son passage en MotoGP. Il était revenu en Moto 2 en 2018. Oui, et puis ce qui m'avait fait de la peine pour lui, c'était que redescendant de MotoGP, ça avait été un choc mou, voire même une dégringolade, parce que c'était loin d'être brillant. Alors il y avait beaucoup de chutes, certes, mais quand il n'y avait pas de chutes, c'était pas, pas la panacée. Oui, je suis en train de regarder, il faisait des 20, quoi. 8, 20, 19. 1-14 au GP de France. Donc ça sentait l'accident industriel. Tu te disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Mais donc, la preuve qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, c'est clair. Et là, sur le championnat, effectivement, ce que tu disais, c'est que ça va être intéressant aussi en Moto 2. Ouais, parce que c'est resserré. Ça risque d'être un Italien à la fin. Je ne vais pas te vendre trop de spoilers, mais là... Ah non, Bastianini, il n'aurait pas non plus le bon goût d'être dans la team VR46, non? Parce qu'il y a Marini et Bezzecchi qui y sont, mais... non, Bezzecchi, je dis peut-être des conneries. En tout cas, on verra bien, mais je pense pas que les actions de la VR46 team vont trop pâlir. Ça marche bien, son truc. Et Marini, il a 15 points d'avance. Comparé aux autres championnats, il est large. Écoute, on va passer surtout... alors moi, je tiens à dire que j'ai une théorie sur le MotoGP de ce week-end. Oui. C'est qu'en fait, à cause de la pluie, ils ont remplacé la course par un truc comme ils avaient fait pendant le confinement, des courses sur PlayStation. C'est ça qu'on a vu, en fait, qui s'est passé. Ouais. Et à se demander, hein. Je dis ça juste parce que je suis dans le déni du fait de la chute du taulier. Ouais. Après, tout le reste n'est que détail. un petit mot des qualifs, puisqu'en Q2, c'est Petrucci et Bagnaia qui se sont qualifiés pour la Q1. À noter que Mir était pas qualifié pour la Q1, qui est quand même assez... Pour la Q2, pardon, oui. Qui sont restés en Q1, du coup. Mir et Rins, les deux Suzuki, sont restés en... Ah ouais, c'est le mal des Suzuki, être capable de dorloter les gommards, mais ils piochent un peu pour les qualifs. Et puis en Q2, c'est Quartararo qui prend la pole avec une 31.3, il tape le chrono dans le dernier tour, si je ne m'abuse, avec... oui, c'était la guerre des nerfs. Ouais, elle était bien, cette Q2. Enfin, sur les 5 dernières minutes, on savait plus où on était. Parce que ça n'arrêtait pas de changer. Morbi claque le premier chrono, après on se dit, c'est Morbi, et là, boum, ça claque. Et au final, Morbi a une demi-seconde de retard sur Quarta premier, et il est 11e au départ. ouais. C'est vraiment la boucherie. Ouais, la grosse boucherie. Donc, Quarta premier, Miller deuxième, Petrucci troisième. Et là, pour le coup, on s'était dit, tiens. Qu'est-ce qu'il fait là que quand après, je sais plus qui a sorti la stat, mais je crois que ça fait 3 ans qu'il est en première ligne au Mans. Comme si c'était une de ses pistes favorites. Ouais. C'est pas comme si d'ailleurs, parce que là, il n'y a pas de hasard, hein, sachant que l'année dernière, il était déjà un peu dans le dur.
Oui, Aller bah faire alors, une je suis en train de première regarder ligne. les stats du coup. En 2019, il se qualifie deuxième. En 2018, il se qualifie troisième au GP de France. Mais ouais, il avait un petit. Trois premières lignes dans les 3 dernières années. C'est pas mal, hein. Ouais, ça commence à ne plus être qu'un hasard. C'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la qualif? Oui, quel Crutchlow qui nous honore d'une 4e place aussi en qualif. Retour en force. J'allais dire le meilleur résultat pour Honda en qualif depuis le départ de Marquez, mais ce serait peut-être un peu. Non, c'est ça, je crois. Ah non, Nakagami avait fait 2 ou 3 en Autriche. Autant pour moi. Ah oui, c'était l'invité surprise. Et voilà, l'autre invité surprise, Cal Crutchlow, qui du coup ne prendra pas sa retraite cette année. On l'a pas dit pendant les news, mais c'est à signaler. On pensait tous qu'il allait prendre sa retraite pour s'occuper de sa gamine, mais en fait, non. Il s'est dit, en même temps, quand t'as un contrat, tu te dis, je reste. Hein. Ouais, puis peut-être qu'elle fait chier parce qu'elle pleure la nuit, je sais pas. Ah oui. C'est pas ça, hein. Ouais. Je préfère entendre le V4, hein, je le comprends. Bah ouais, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, il a un contrat chez Lucio Cecchino ou c'est. Il arrête pas, mais il attend d'avoir un contrat. Non, je pense qu'il arrête pas. Parce qu'ils en parlaient chez Aprilia, mais ils parlent de tout le monde chez Aprilia, donc forcément. Oui, c'est vrai que c'est la grande mode en ce moment. Mais en même temps, je crois qu'il reste que ça, non? Oui, il doit pas rester grand-chose d'autre au final. Donc tu peux dire que tout le monde va chez Aprilia, ça coûte pas cher. Mais ouais, ça serait sympa qu'il reste dans le paddock. Et là, il vise Aprilia, c'est ça. Ouais. Bah c'est, je pense qu'à ce niveau-là, il préfère rouler même sur Aprilia que pas rouler. En fait. Mais je me demande s'il n'aurait pas demandé s'il pouvait pas ramener une de ses brelles de chez lui, une Beacon Street, tu vois. Ouais. Et puis la peindre. C'est ça. Comme des fois les pompes des joueurs de foot, tu sais, quand ils sont en équipe de France, ils les déguisent. Non, parce que j'ai une Speed Triple 1992, là. Bon, c'est ça. Elle avance pas mal, là. Et si on passait au petit résumé de la course de MotoGP. Oui, petit résumé. Une course retardée à cause d'une averse. Tiens, il pleut au Mans en octobre, comme c'est bizarre. Ouais, franchement, c'est. On s'y attendait pas, hein, avec un. Autant au Qatar, bon. Ouais. Et là. On a, encore une fois, j'allais dire, un gros départ de Miller. Aussi de Crutchlow, étonnamment. Quartararo fait un départ plutôt bon, puisqu'il résiste à la chicane d'Allop. Mais en fait, il va pas résister très longtemps, parce qu'on se dit, le plus dur est fait. Mais dès la fin du premier tour, on a déjà 3 Ducati en tête, avec Miller, Dovi et Petrucci. Redescendu 4e, Quartararo se bat pour défendre sa place face à Pol Espargaro. Il ne résiste finalement qu'un tour. Et je vais revenir un petit peu en arrière avec la chute de Rossi dans le premier virage qui gêne Mir, Vinales et Morbidelli. Pour Quartararo, c'est quand même un coup du sort appréciable sur les ponts au championnat. Pendant la première moitié de la course, Quartararo va progressivement perdre des places au profit de Pol Espargaro, je l'ai déjà dit. Puis Rins, Crutchlow et même Bradley Smith sur l'Aprilia. Au 5e tour, il se fait aussi doubler par Oliveira et Alex Marquez, qui en profite bien au virage du raccordement. Il passe alors 10e. Rins, qui s'est débarrassé de Fabio, arrive à rejoindre Espargaro juste après, et le double sans grande difficulté. Je rappelle qu'il s'était pas qualifié en Q2, Rins. Il est vraiment parti de loin, mais il fait un super bon départ et il prend très très vite le rythme de la course. Pendant ce temps, Zarco, lui, il prend pas le rythme, et il est relégué à la 14e place. On se dit que c'est mal parti pour le Frenchie. Les 3 Ducati en tête sont vite menés par Petrucci qui impose son rythme. Les 3 rouges ont 3 secondes sur Rins qui part à leur poursuite en enchaînant les bons tours et les records du tour aussi. Alex Marquez est en feu aussi, il pointe à la 7e place après un beau dépassement sur Bradley Smith qui va chuter au tour numéro 10. C'est la 3e chute du week-end pour le pilote anglais. À ce moment-là, Zarco finalement prend son rythme, il revient sur Quartararo. Le choix du pneu médium à l'arrière commence à être intéressant car la pluie s'est arrêtée et la piste sèche un peu. Je dis un peu parce qu'on a quand même un petit peu d'eau. Hein. On voit les pneus pluie. D'ailleurs, ils seront pas passés en slick du tout de la course. Donc c'est bien qu'il y avait encore un peu de flotte. Rins finit par faire le lien avec les 3 Ducati à mi-course au tour numéro 13. Il passe Miller sans se poser de questions, mais le pilote australien ne se laisse pas faire et se permet même de jeter un œil derrière lui après avoir redoublé Rins, et l'image est assez rigolote. Le rythme de la tête de la course baisse un peu, Alex Marquez en profite, il multiplie les records du tour en course. Morbidelli pendant ce temps-là se rate à Dunlop, Dovi prend la tête de la course et Crutchlow chute. Ça fait beaucoup d'informations dans une seule phrase, mais c'est un petit peu comme ça que ce GP s'est passé.
Un des plus beaux faits de course arrive à la chicane du chemin au bœuf au tour 18. Rins tente de faire l'inter aux 3 Ducati d'un coup, ce qui a l'air suicidaire sur le moment, mais au final tout le monde reste sur ses roues. Dovi, lui, c'est lui qui perd le plus dans cette aventure parce qu'il passe 4e. Miller doit couper et Petrucci en tête a déjà un peu d'avance. Incroyable cette image au bout de la ligne droite, Rins avec sa suce qui passe Miller. Il voit qu'il freine très tard, on se dit mais tu sais qu'il faut freiner là, Rins ou non bon. Et il pousse Dovi et Petrucci. Les 2 pilotes italiens étaient en train déjà de se battre eux dans le premier gauche et Rins qui passe comme une brutasse. Ça rappelle ce que Petrucci avait fait au Mugello. Exactement. Ouais, c'est clair. Quand Dovi et Marquez se fightaient, il a fait bonjour. Vous êtes gentil, mais moi je passe. J'ai pas que ça à foutre. C'est exactement ça. Ouais. Un tour plus tard, on voit de la fumée sur une Ducati. C'est bizarre ça de voir de la fumée sur une Ducati. C'est Miller qui est victime d'une casse moteur. Quel dommage pour le pilote australien, mais bon, quelle idée de rouler en Ducati aussi, franchement. Alors, il s'est dit qu'il était victime de son swap de bécane de dernière minute. Ah oui. J'imagine qu'il a dû swapper de bécane parce que les réglages pluie et les pneus pluie étaient sur l'autre et que je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être que c'était un des moteurs qui était déjà usé. Je sais pas. Peut-être. Peut-être aussi c'est pour se dédouaner ou la marque qui se dédouane en disant non mais c'est normal. C'est pas le bon. C'était après le coup du, mais là ce qui était vrai pour le coup du. On avait un stagiaire en mécano, il a pris la mauvaise huile. Après le coup du tir-off qui était vrai pour le coup. Et au moins il avait essayé de récupérer pour sa perte de l'avant. Au moins c'était pas un problème électrique. Ouais. Au Ducati, ce qui est assez étonnant. Bah écoute, tu vas recevoir des messages. Oh oui. mais c'est parce que je suis jaloux et que je peux pas m'en payer une en fait, c'est pour ça que. Oui, bah c'est sûr qu'à 20 000 balles le prix d'entrée, on parle des sportives. Ouais. Quoique même le multiplat, oui. Le multiplat. Alors là, tu vas vraiment avoir des problèmes. C'est son digressé. Oui. Surtout pour dire du mal des Italiens. Ouais, exactement. Ouais, je suis un peu italien, de conviction pour les bécanes, donc attention quand même. Attention, je suis l'ambassadeur de Pierre ici. Ah. Bon. Attention. Revenons sur Petrucci, qui du coup a 1 seconde et demie d'avance sur Rins 2e, et qui chute Rins dans le changement d'angle à la chicane d'Alop à 7 tours de l'arrivée seulement. Ça induit une chose importante, c'est que Alex Marquez, lui, il est virtuellement sur le podium. L'Espagnol est en pleine forme, il se surpasse à ce Grand Prix. D'ailleurs, on se demande un peu ce qu'il fout là à un moment. En fait, il est Alex Marquez. Et Zarco, il passait 7 pendant ce temps-là en doublant Quartararo. Il claque un record du tour en 44.0. Revenons à Marquez. Alex, du coup, en chasse derrière Dovizioso. Voilà, encore un truc, on se dit, mais ah bon. L'Italien en chasse derrière Dovi 2e, c'est-à-dire qu'il est pas en chasse derrière Dovi et 14e. L'Italien baisse de rythme à tel point qu'ils se font tous les deux rejoindre par Paul Espargaro et Oliveira. Dovi défend bien, c'est l'expérience qui parle, mais Alex Marquez, tout rookie qu'il est, il finit par le passer en lui faisant l'inter au long droit de la chapelle. Très très joli dépassement dans un trou de souris. Dovi va même perdre une nouvelle place au profit de Paul Espargaro qui arrache le podium mine de rien. Classement final, donc Petrucci, première victoire de Ducati au Mans. Marquez, Alex, premier podium en GP. Espargaro, Paul de son prénom, 3e. Dovi, 4e. Zarco, 5e, premier indépendant de la course. Et Oliveira, 6e. Quartararo finit 9e. Il aura eu le mérite de sauver les points au championnat, surtout dans le dernier tour où il s'est un peu bagarré avec Mir et Vinales. Mais voilà, il sauve les points importants. On a toujours Quartararo en tête, du coup, avec 115 points. Mir, 105 points. Dovizioso 97 points et Vinales 96 points. Zarco est 15e avec 47 points, égalité avec Alex Marquez. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course ? Moi, ce que je pense, c'est que on n'a pas regardé, il a pas enlevé son casque à un moment, Alex Marquez, là, pour savoir qui c'était dedans, parce que j'ai un doute. Non, ça c'était vraiment une vanne que pour la vanne. Parce que déjà, ce qui est marquant, oui, c'est que Marquez se soit fait la cerise. Mais surtout, Petrucci, là, on nage en plein. C'est du Lynch à ce niveau-là, parce que le gars est clairement en perdition depuis le milieu de la première année chez Ducati. Il a fait Mugello, je sais pas si Mugello était le milieu de la saison, mais après ça a chié dans la colle, quelque chose de bien. Et on pensait même, on n'en parlait plus de lui.
en fait. Ouais, on n'en parlait plus du tout. Enfin... même qu'à la limite, sa première ligne, c'était c'est cool, ouais, c'est bien avant qu'il parte, qu'il fasse ça, quoi. Ouais. Et là, c'était quand même une victoire de Petrucci. C'est un peu comme si c'est son passage. Alors, je parle d'un passage, son contrat Ducati, ça a été 2 pics comme des cornes de diable, quoi. C'est début, milieu et fin, parce que il y a eu un gros creux. Hein. Et tu sais pas ce qu'il peut faire d'ailleurs, parce que ça fait ça. C'est aussi ce qui fait que ce sport-là est intéressant. Ouais, non mais c'est clair. Et puis alors il a pas profité de la chute d'autres. Enfin, c'est-à-dire qu'il a mené la course, il a imposé son rythme, il l'a fait en champion, quoi. Ouais. Il avait un rythme assez impressionnant au début de la course. Hein. Et ouais, il l'a fait, il l'a bien fait. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Mais ça laisse rêveur, en fait. Et puis c'est un peu comme Lorenzo aussi, tu sais, quand il avait gagné plusieurs courses sa deuxième année après avoir fait du pas top. Ouais. Ça sent le gâchis parce que tu dis tiens, c'est un truc qui s'arrête. Mais bon, s'il avait continué encore 2 ans avec Ducati, ça se trouve ça aurait été la perdition jusqu'au bout. Donc tu peux jamais refaire l'histoire. Hein. Mais ça me laisse de bons espoirs pour quand il va être chez Tech 3, qui est une équipe a priori humainement top. Ouais. J'espère que ça devrait rester, mais je vois pas pourquoi ça ne le serait pas resté. Et parce qu'ils ont, mine de rien, il y a eu une victoire d'Oliveira cette année, et puis on voit que les KTM sont dans une phase ascendante. Donc ouais, doublement content pour Petrucci, c'est qu'il se montre, et pas qu'un peu, et de toute façon, on sait qu'il sera là l'année prochaine, sur une catoche qui, a priori, sera au niveau de celle des usines ou à peu de choses près. Et puis ça nous rappelle que c'est un mec sympa, enfin c'est con, mais en interview, c'est une crème, quoi, c'est... Donc même je sais pas si t'as vu cet extrait où il y a un coup de fil de sa mère en pleine interview. Super mignon. C'est top. Non, de toute façon, c'est un gars, on l'avait déjà évoqué, mais en plus son parcours est assez atypique parce qu'il vient du Superstock. Ouais. Puis ouais, c'est il est, de toute façon, je pense qu'il le porte aussi sur sa tête. Hein. C'est que c'est presque injuste, mais t'as des pilotes qui sont bien aimés par défaut, quoi. Ouais. Et d'autres, faut limite qu'ils aillent poser avec des chatons dans les bras pour qu'on les tolère, quoi. Non mais c'est pareil, c'est comme Djokovic, le mal aimé, tu vois. Il y a personne qui aime Djokovic, du moins c'est pas que les gens l'aiment pas, mais en fait si, il casse pas 3 pattes à un canard en charisme. Et voilà, il est un peu à chafouin, quoi. Ouais. Voilà. Petrucci, il a la cote sympathie, hein. Donc on est bien content pour le Danilo. C'est clair. C'est clair, on est content pour lui. Aussi pour Alex Marquez, du coup. Bah ouais, parce que au moins, pour Marquez et Petrucci, on s'était pas moqué d'eux ces derniers mois, mais on avait constaté qu'ils étaient aux fraises, quoi. Ouais. Enfin, il faut le redire, c'était des places à 2 chiffres, hein, qui faisaient tous. Et puis que souvent, Marquez-Bradle, c'était les 2 derniers des qualifs. C'était, tu regardais en bas, la couleur orange, c'était Marquez-Bradle. Putain, waouh. Même Rabat leur faisait des chronos, merde. Donc là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est bien que ce soit passé parce que, à mon avis, c'est presque le même déclic qu'une victoire pour Alex Marquez déjà. Ah oui, et puis quand tu vois son passé en 3 et en 2, ça c'est super peut propre. Lui faire déclencher quelque chose. Et alors, il a un style que j'aime beaucoup. Enfin, il a le même style que son frère. Hein. Enfin, il est très détaché de la bécane. C'est un chat aussi, lui. Il est super beau à avoir piloté. Et en plus, dans des conditions pas évidentes. Hein. Tu vois, un Quartaro serré les fesses, un Rossi viandé, un Vinales absent, globalement. Et là, en plus, c'était super propre ce qu'il a fait. On voyait qu'il avait à cœur, certes, de rien lâcher, mais il a pas tenté des trucs qui étaient pas dans le manuel. Hein. Ouais, il a exactement. Il a fait sa course et on voyait bien qu'il prenait du plaisir aussi parce que pour faire l'Inter à Deauville, comme il l'a fait, c'était dans le grimoire du MotoGP. C'est marqué, tu fais l'Inter, c'est comme ça. Non, c'est clair. Ouais, franchement, chapeau l'artiste. Et il rattrapait sérieusement Petrucci sur la fin de la course. Ouais. Heureusement que la course n'a pas duré 2 tours de plus pour le pilote italien parce qu'il arrivait très fort.
Après, le Petrucci, il avait peut-être quand même un cœur de pas se bourrer. Oui, aussi, oui. Comme un Dixon. Il n'a pas pu voir la course, vu que la course Moto 2 était après. C'est vrai, mais c'était pour donner un exemple ou comme un Bagnaia, mais là, Bagnaia, c'est même pas pour dire du mal de Bagnaia, et Dieu sait que je l'aime bien, c'est juste que c'était tellement de gâchis de voir ça, mais ça rehausse aussi pour redorer encore le blason de Petrucci quand il passe devant les deux furieux, là, Mugello. Je crois que c'est pas le dernier tour, il reste un tour après à parcourir avec les deux tarés derrière. Enfin, taré, non, avec Marquez et Dovi. Enfin, Marquez, on sait ce qu'il sait faire. Faut serrer les fesses. Ah ouais. Et même Dovi, il est capable de niquer même Marquez à dernier virage. Ouais. Et Petrucci, il fait pas d'erreur sur tout le tour et demi qui lui reste. Donc, il a un mental, l'animal. Hein. Mais c'est intéressant. Alors, du coup, on a eu 15 pilotes différents en podium cette saison, en MotoGP. C'est un truc de fou. Et 7 victoires, 7 vainqueurs pour 9 courses. Ouais. Sachant que c'est Quarta qui en squatte 3. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire que tous les autres, c'est des vainqueurs différents. C'est un truc de ouf. Alors bon, l'homme à la véranda étant pas là, c'est pas pour diminuer l'intérêt de ce championnat 2020. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on n'est pas à la fête parce que Marquez vient nous un peu lisser le truc. Ouais. Mais là, c'était il y a 2 ans qu'il y avait eu aussi toute une passe où il y avait eu du pas Marquez justement. Il y avait sur 5 ou 6 grands prix des vainqueurs différents. Bon, mais après. L'Espagnol avait un peu remis les pendules à l'heure. C'est clair. Un petit mot sur Zarco, qui signe le meilleur tour en course, du coup, en 43-3, en 43-3, soit 5 dixièmes de mieux que le deuxième Mir. Sur les 4 derniers tours, il améliore constamment son propre record d'ailleurs. Et chose, du coup, dommage, j'allais dire, c'est qu'il prend pas le rythme suffisamment tôt dans la course pour après se bagarrer avec le top 3, mais voilà, il a fait le taf. À la fin, vu la course et vu les déboires que d'aucuns ont subi, même en restant sur leur roue, mais ouais, quand tu vois qu'un Quarta, il attend que ça se passe, non, mais il gère, il est pressé que ça se finisse, le Quarta. Pressé que ça se finisse. On arrive pas en bordel. Parce qu'en le voyant se faire passer comme ça, sachant que c'est quand même pas un Mickey, je me disais, j'espère que c'est pas une panne, tu vois, un truc qui fait de la perte de puissance ou je sais pas quoi, ou un pneu qui part en lambeaux. Non, c'est juste qu'il était pas à son aise, quoi. Donc, ma foi. Et puis Dovi aussi s'est un peu fait niquer sur ce coup-là, parce que il a été en tête, sauf erreur, à un moment, Dovi. Hein. Et après, c'était pas au point de Zarco, mais il s'est fait passer assez rapidement. Successivement par Marquez et Espargaro. Ouais. Bon, c'est un peu. A priori, son pneu devait être. Il me semble que c'est plutôt un problème pneumatique parce qu'il était en soft à l'arrière. Et vu que ça séchait pas mal sur la fin, on a vu les chronos de Zarco sur la fin. C'est possible que ça se dégrade assez vite. D'autant qu'il était en tête de la course toute la course, donc il avait un rythme globalement important et les pneus ont pu se dégrader plus facilement qu'un Espargaro qui lui a globalement géré sa course, quoi. En tout cas, c'était non pas du n'importe quoi, mais c'était foufou au niveau résultat. Ah ouais, et jusqu'au dernier virage, hein. Jusqu'à voir Zarco 5e. Ah, il est 5e. Mais il n'était pas à une seconde de Nakagami il y a un tour. Si. Si. Putain, il a trouvé la 6e. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Et ben on a hâte d'être dimanche. Hein. Et même vendredi pour les essais à Aragon. A priori, il devrait pas pleuvoir cette fois-ci. Bon, tu sais, je ne jure plus de rien. Ma bonne dame, avec le temps qu'ils nous ont mis, c'est les satellites qu'ils envoient dans l'espace. Ils nous dérèglent le temps. Il n'y a rien d'autre à dire sur le MotoGP. Non. Je crois qu'on a fait le tour. Rins, c'est con qu'il se viande. Oui, ça, quand même. Ça sent la fougue un peu. Mais sur le changement de côté, là, c'était la chicane Dunlop. Hein. J'ai l'impression que c'est le fameux coup du pneu froid que même les gens chevronnés se font cueillir. Hein.
parce que ce genre de chute est arrivé aussi. C'est quand Dixon s'est bourré. Je sais pas si c'est cette chicane-là, mais c'était un droite. C'était le dernier droite avant la ligne droite. Pareil, ça sentait le changement d'angle un peu trop vénère. Et y a des fois, les limites physiques se rappellent à ton bon souvenir. Ouais. Bon, ce qui compte, c'est qu'il s'est pas blessé. Rabat s'est bourré. Rabat s'est bourré, oui, absolument. Tu sais que même de Rabat, j'ose plus dire du mal parce que le championnat est un peu foufou. Mettons que je réserve mon jugement pour l'instant. Mais quand même, il arrête pas de se bourrer. Ouais. On passe à la Rookies Cup et au CEV Moto 3, si vous le voulez bien. Tout à fait. Avec 3 courses à Aragon le week-end du 3 octobre. Côté Frenchy, Lorenzo Felon fait une superbe 4e place en course 1. Clément Rouget 25e. Gabin Planck est disqualifié, finit pas la course. Felon fait 10 en la 2e course, Rouget 25 et Planquès n'a pas roulé du tout. Et en course 3, on a Felon 7 et Rouget 17. Au classement, là, pour le coup, on a que des Espagnols sur les 8 premières places. Oui, il faut voir ce tableau qui est affiché, en fait. Tu dirais que c'est un bug d'affichage, en fait, c'est que des drapeaux espagnols les uns au-dessus des autres pendant 8 places. Donc on va donner juste le top 3, sinon voilà. Donc on a Javier Artigas, Isen Guevara et José Garcia, 3e sur Honda. Lorenzo Felon, le français, est 12e et Clément Rouget est 20e. Prochaine course, fin octobre à Valence. Et la Rookies Cup, ce sera le retour les 17 et 18 octobre à Aragon, en même temps que le championnat MotoGP, Moto 2, Moto 3. Un petit point championnat maintenant, si vous le voulez bien, pour rappel, avec la Moto E, donc qui s'est terminé le week-end dernier, avec Torres vainqueur, Ferrari 2e et Agarter 3e. En Moto 3, c'est Arenas qui a pris la tête du championnat avec 135 points, Ogura 129 et Vietti 119 points. En Moto 2, Marini est premier avec 150 points, Bastianini le suit avec 135 points et Bezzecchi 3e à 130 points. Quartararo 115 points en MotoGP qui a toujours la tête, Mir 105 points, Dovizioso 97 points, Zarco est 15e avec 47 points, égalité avec Alex Marquez. Un petit point Frenchy hors GP avec le French Superbike. La prochaine course, ce sera à Pau-Arnoas les 16 et 18 du 16 au 18 octobre. Et pour le Superbike et le Supersport, je laisse la parole à notre bien-aimé Steph. Et Superbike à Magny-Cours. En course 1, Johnny Ray devance Baz, parce que Cocorico, Baz fait 2 chez lui, à Magny-Cours. Ouais. Et Loves, l'autre, oui. Ce qui est quand même pas déconner. Le Frangin complète le podium. Barrier est 13e et Debis 14e. Pour la course sprint, quelle surprise, encore Johnny Ray et Loves qui remonte d'un cran parce qu'il est 2 et Van der Mark 3. Sur cette course-là, Baz se classe 6e, Barrier 13e encore et Debis est 16. Et en course 2, ça aurait pu être le sacre de Johnny Ray, mais non, parce que Redding a gagné. Baz recoucou le voilou, numéro 2, et Davis fait 3e. Johnny Ray, bon, il empile encore les points parce qu'il fait 4e, Barrier 12 et Debis 17e. Donc Baz fait des très belles courses, parce que si je dis 2 très belles courses, on pourrait croire que c'est 2, mais c'est 3. Sous la pluie, on sait qu'il aime ça. La conduite sous la pluie, c'est son kiff. Et il fait un super week-end en France, parce qu'il fait 2 deuxièmes places. Donc c'est son team aussi qui doit être content. Sylvain Barrier rentre dans les points à chaque course. Debis, qui était en wildcard, rentre une fois dans les points, ce qui n'est pas peu. En course 2, les 2 Ducati font un peu la nique à Johnny Ray, puisqu'ils l'empêchent d'être titré comme à son habitude à Magny-Cours. On se souvient que l'année dernière, avec Cyril et Pierre, on a eu la chance d'y être. Et c'était, à mon avis, c'est cousu de fil blanc, parce qu'il devrait attendre le dernier week-end de course à Estoril pour décrocher la couronne. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des rôles de concours de circonstances pour qu'il se voit dépossédé de la dite couronne. Parce que ce serait le scénario, c'est il faudrait que Redding gagne les 3 courses et que Johnny Ray n'empoche pas plus de 15 points sur ces 3 courses. Oui.
Ce n'est pas impossible. Attention, hein. Mais c'est fortement improbable. Voilà. Donc au général, Johnny Ray toujours en tête avec 340 points, donc qui le talonne, si j'ose dire, enfin qui fait attends-moi, Redding 281 points et Chase Davis à 222 points. Baz est donc 8e et 2e indépendant, Barrier 19e, Christophe Ponson 22e et Debise qui était en wildcard ce week-end-là et 27e, pardon. Il y a eu, puisque qui dit Superbike dit Supersport, donc à Manicourt, course 1 de Supersport, parce qu'il y a eu 2 courses, hein, c'est pas toujours, mais là c'est le cas. Locatelli, encore lui, il emporte devant Mayas qui avait le sabre entre les dents, et Soumer. Perolari fait 11e et Verdoya 18e. On rappelle que Cluzel étant blessé, il ne peut pas défendre ses points. En course 2, Mayas gagne devant Smith et Soumer, encore lui. Perolari et Verdoya n'ont pas terminé la course, malheureusement. Locatelli est tombé durant le tour de formation de la course 2 et donc il était chocolat pour prendre le départ de la course. Il n'a pas pu. Bon, c'est pas grave, il est déjà champion du monde de toute façon. Oui, mais bon, écoute... il a peut-être pas envie de rouler. Ah, c'est peut-être ça. Il s'est dit, j'ai la flemme. Il voulait peut-être partir avant les bouchons. Kyle Smith, qui est le remplaçant de Cluzel, comme on l'a dit, Gilles Cluzel est blessé. Il a été très performant, mais il a chuté 2 fois en course 1, donc c'était un peu la loose. Cependant, il a signé la seconde place en course 2. Et Perolari n'a pas bien roulé parce que la pluie et lui, ça fait 2, contrairement à Baz. Mayas décroche le statut de vice-champion avec sa victoire et sa 2e place lors du week-end. Donc, pour celui qui sera promu en World Superbike, ça fait quand même bien plaisir. Ouais. Et bon, quant à Cluzel, il devrait revenir à Estoril, mais ce qu'il va faire, c'est jouer la 3e place du championnat, ce qui n'est pas rien. Mais c'est vrai que c'est décevant parce qu'avec son coup d'arrêt, il n'a pas pu... c'était loin des ambitions du GMT, qui était là pour gagner le championnat. Oui. Donc, Samuel s'en est pas caché, en tout cas au début de la saison. Et Locatelli a dominé, mais... c'est ce que j'allais dire. C'est plus qu'un team. J'ai plus l'impression que Locatelli est on fire. Quoi. Donc, le GMT, je me doute bien qu'ils sont un peu ronchons, mais... quand t'as cet animal-là, c'est difficile de faire autre chose que de le regarder passer. Quoi. Ouais. Non, il a été monstrueux. Ouais. Et c'était pas comme Bautista. En fait, il nous a fait une Bautista, mais sur tout le long de la saison. En fait. Ouais. Donc, Perolari au classement, là, il est 8e avec 101 points. Et Verdoya 16e avec 33 points. Pour les autres courses, on a juste un mot à dire sur le championnat italien qui courra les 17 et 18 octobre à Vallelunga pour conclure la saison. Et bien voilà, on en a fini avec cet épisode 80. C'était bien roboratif, comme un kebab avec des frites, sauce blanche, tomate, oignon. Mais on en a besoin avec cette pluie là. Voilà. Ah non, mais on s'est bien régalé. Hein. Là, on boude pas notre plaisir. Ah du coup, on vous rappelle le Twitter évidemment. QEP-8POD et sur Facebook la page C'est qui en pôle. On est évidemment sur Deezer et Spotify et vous avez aussi le chat Discord. Le lien est sur notre compte Twitter. C'est tout pour moi. On aura le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec le GP d'Aragon. Si je ne m'abuse, ils courront 2 fois à Aragon, donc la semaine prochaine et dans 15 jours. Ils vont pas s'ennuyer là. Encore un petit tunnel de course. On va encore se ronger les ongles pour Quarta pour que tout se passe bien pour lui. C'est clair. Parce que là, on essaye de pas trop l'évoquer, mais il est quand même premier à 5 courses de l'arrivée de la fin du GP. Mais de rien. Ouais. Mais il faut pas trop en parler. Tu vois. Non, superstition, comme dirait l'autre, je suis pas superstitieux, ça porte malheur. Donc, je dis ça, je dis rien, quoi, comme qui dirait. Allez, bonne chance à Quarta et puis à très bientôt. Salut à tous. Bisbald, tchuss.